Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce matin pour le grand entretien sur Fraternité FM. Nous sommes déjà en présence de notre invité du jour. Il s'agit bien sûr du chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, Abdou Rachidi Diop. Bonjour. Bonjour, René Sogo. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Voilà. Avec vous, on parle surtout des enjeux des institutions parlementaires, surtout avec cette actualité liée au Sénat, l'élection du premier président du Sénat dans l'histoire politique du Bénin. Il s'agit bel et bien du président, l'ancien président Patrice Talon, qui prend le règne de cette nouvelle institution. Avec vous, nous allons essayer de comprendre les rouages et bien sûr les attributions de cette institution, revenir de long en large sur l'actualité parlementaire. Mais d'entrée, dites-nous, Patrice Talon, à la tête du Sénat, comment vous avez accueilli la nouvelle? Avec un sentiment de forte satisfaction. Parce que durant toute la décennie Talon, lorsque nous avons eu à faire face à des moments difficiles de notre vie politique, en raison d'un certain nombre de contingences, le président Patrice Talon, ancien président de la République, aujourd'hui président du Sénat, n'avait de cesse de rappeler ce que doit être le rôle des anciens présidents de la République, dans la République, lorsque Dieu leur a donné la chance de continuer à vivre, à quoi est-ce qu'ils peuvent servir dans notre pays? Il en parlait souvent en termes de sagesse, de position de médiateur, de personnes de dernier recours que l'on consulte lorsque les acteurs politiques en présence ne s'entendent pas, sont en conflit, ont des divergences profondes. Et puis, le 18 décembre 2025, lorsqu'il faisait sa conférence de presse pour essayer de nous apporter un certain nombre d'informations sur les événements du 7 décembre 2025, il a été le premier à apporter une réponse plus que convaincante à toutes les personnes qui, de bonne foi dans notre pays, s'inquiétaient de ce que nous ayons une institution que nous avons érigée en quelque sorte en chambre haute de notre Parlement et dont les membres ne sont pas élus. Et il nous avait donné l'exemple du Canada, où nous avons un Sénat au sein duquel les membres ne sont pas élus. Je pense que avec cette conférence de presse et sa réponse, ceux qui avaient des préoccupations dans ce sens ont trouvé une réponse plus que satisfaisante. Mais avant, en novembre 2025, le 4 novembre précisément, lorsqu'il rapportait un certain nombre de situations en lien avec les relations avec son prédécesseur, le président Bonnet, il avait déjà émis le vœu que la vie de la République du Bénin puisse aller au-delà de la dynamique relationnelle entre Boni et Patrice Talon. De sorte que leurs désaccords du passé ou pas moment ne puissent plus déteindre sur la vie de la République. Et pour cette raison, il va falloir qu'ils se retrouvent dans une cour de sages, lui et son prédécesseur, pour conseiller, pour encadrer, pour veiller à l'équilibre de la République. Quand c'est le président Patrice Talon, finalement, qui est le choix des sénateurs pour exercer les fonctions de président du Sénat pour les 5 prochaines années, je peux vous dire que c'est un excellent choix. Oui. C'est un choix bien inspiré. C'est un choix parce que on a confié la présidence de l'institution à un personnage, à une personnalité qui est convaincu de la pertinence, de l'opportunité de la mission que nous avons assignée à cette institution. C'est pour ça que, Justement, bien que président, bien que chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, je voudrais, par solidarité institutionnelle, féliciter les sénateurs pour ce choix qui a été fait. C'est le meilleur, c'est le bon. oui, c'est le bon, pour vous, ben, pour d'autres, c'est sans surprise. Patrice Talon a créé le Sénat et dirige. Ouais.
Patrice Talon n'a pas créé le Sénat parce que Patrice Talon n'est pas la République. D'ailleurs, c'est lui qui dit que personne n'est au-dessus de la République. Il ne lui est jamais passé à l'esprit de confondre sa vie à celle de la République. Il a coutume de dire que la République est au-dessus de tout le monde. Ce sont deux députés qui, en 2025, Akhenaton et Hassan Seibou, qui ont réfléchi sur comment anticiper sur d'éventuelles crises dans notre pays, dans le situ, qui ont initié une loi portant révision de la Constitution, qui ont pensé à un mécanisme comme celui d'un parlement bicaméral, qui en ont discuté avec le président Patrice Talon, qui a partagé aussi avec eux ses idées pour faire quelques réajustements. Donc, on ne peut pas dire que Patrice Talon a créé le Sénat. La Constitution a créé le Sénat. Les députés de la 9e législature ont créé le Sénat dans la Constitution. Patrice Talon a validé et aujourd'hui, la Providence, le sort et le destin ont voulu que ça soit nous le président. Il faut qu'on puisse comprendre la chose de cette façon. Justement, et il est désormais installé ce gouvernement avec son président. Concrètement, quel sera le rôle de Patrice Talon? Alors, le rôle du président du Sénat, c'est d'abord d'incarner l'image de l'institution, que ça soit au sein de l'institution et en externe, auprès des autres institutions de la République et aussi à l'international. C'est de diriger les travaux, c'est de veiller au bon fonctionnement de l'institution, c'est de travailler à assurer l'harmonie, la cohésion au sein de l'Assemblée des sénateurs et de faire en sorte que l'administration qui va accompagner cette institution soit une administration performante et rationnelle. De toutes les façons, ce n'est pas au président Patrice Talon qu'on va l'apprendre. Il nous a dirigés pendant 10 ans et nous savons à quel point il est très attaché à l'efficacité de l'administration. Nous nous rappelons encore les réformes qu'il a initiées pour faire en sorte que nous ayons une administration performante. Parce que la performance du Sénat dépend aussi de la performance de l'administration qui va l'accompagner. Aujourd'hui, je suis dans une position qui me permet d'être davantage convaincu de ce que lorsque vous avez une assemblée parlementaire, la performance de cette assemblée est tributaire de la performance de l'administration. Je le vois aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On en parlera tout à l'heure. Ce que nous avons pu faire en quelques mois, ce que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Ifame Diogono, a pu faire avec l'ensemble des députés, c'est avec la contribution significative de l'administration. Donc, je sais que le président du Sénat, Patrice Talon, veillera à ce qu'il ait à sa disposition une bonne administration. Maintenant, il y a le règlement intérieur qui est adopté après que la Cour constitutionnelle l'a déclaré conforme à la Constitution. Très prochainement, en septembre, les sénateurs vont se retrouver après quelques jours de repos pour valider le règlement administratif et le règlement financier. C'est ce règlement administratif-là qui va être le socle du fonctionnement de l'administration qui va accompagner l'institution dans l'accomplissement de sa mission. Alors, certains Béninois peinent encore, ont du mal à distinguer les missions du Sénat et celles de l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous expliquer clairement? Alors, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat sont comme, on peut le dire, deux organes d'un même corps. Il s'agit de deux institutions qui appartiennent à un même ensemble que nous appelons le Parlement. Désormais, l'Assemblée nationale à elle seule n'est plus le Parlement, elle l'est avec, à côté, le Sénat. Et les missions des deux institutions sont des missions complémentaires. L'opinion connaît déjà la mission de l'Assemblée nationale. La mission constitutionnelle du Sénat, c'est de réguler la vie politique et de veiller à la sauvegarde et au renforcement des acquis de la nation en termes
d'unité nationale, de développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Mais quels sont les mécanismes euh, qui permettront au Sénat d'assurer cette mission et qui traduisent toute la complémentarité de sa mission avec celle de l'Assemblée nationale? Il y en a trois. Vous avez le mécanisme de seconde délibération. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une loi, elle la transmet systématiquement au président de la République et au Sénat. Parce que sur toutes les lois, le président de la République peut demander une seconde délibération, comme le Sénat peut demander une seconde délibération. Mais en ce qui concerne le Sénat, il ne peut pas demander de seconde délibération sur les lois des finances, les lois des règlements et les lois programmes. Parce que nous avons, ceux qui ont inventé ces mécanismes dans la Constitution ont voulu que pour certaines lois qui permettront au président de la République de déployer son action, que le rythme de son action ne puisse pas dépendre des décisions du Sénat. Donc, le Sénat peut demander une seconde délibération. Parce que quand une loi est adoptée, les sénateurs, quand ils reçoivent la loi, ils vont regarder la loi, virgule par virgule, lettre par lettre, mot à mot, mot par mot, pour voir si il n'y a pas une disposition dans la loi qui compromet nos acquis. Parce que nous ne voulons pas donner le sentiment d'être un pays qui se retrouve dans un perpétuel recommencement lorsque nous passons d'un régime à un autre ou d'une gouvernance à une autre. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de la délibération définitive. Lorsque le président de la République fait par exemple la demande d'une seconde délibération sur une loi qui lui a été transmise par l'Assemblée nationale, qu'il trouve que dans la loi, il y a des choses qu'on peut faire autrement, il y a des dispositions qu'il souhaitera améliorer, supprimer, approfondir ou face auxquelles il a d'autres, des observations. Il fait sa demande de seconde délibération. S'il arrive par extraordinaire, parce que ce n'est pas ce que nous allons souhaiter, que les députés ne tiennent pas compte des demandes du président de la République, en ce qui concerne dans la loi, statuent à nouveau sur la loi et maintiennent leur position, ne changent rien. En ce moment, c'est le Sénat qui intervient, qui appelle le président de la République, qui appelle les députés, qui discute avec eux et qui trouve le juste milieu à travers ce qu'on appelle la délibération définitive. Donc, s'il y a des divergences de point de vue, de conception, de philosophie entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur une loi donnée, c'est le Sénat qui a le pouvoir de la délibération définitive. Donc, le Sénat a le dernier mot. Oui, le dernier mot, mais pas en s'enfermant entre ses locaux. Le dernier mot, mais en écoutant les acteurs et en recherchant l'équilibre. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas une délibération définitive ex nihilo. C'est une délibération définitive dans un esprit de recherche de consensus, de rapprochement des positions. Et vous avez le dernier mécanisme qui est le mécanisme de l'avis de non-objection. Pour essayer de valoriser nos sacrifices, l'Assemblée nationale, agissant comme constitution dérivée à travers cette révision de la Constitution, a voulu que pour les lois constitutionnelles, pour les lois électorales et les lois qui organisent le fonctionnement et les activités des partis politiques, que le président de la République, avant de promulguer cette catégorie de lois, même lorsque la loi a fini de faire son circuit, que même la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution, une loi constitutionnelle adoptée, avant que le président de la République ne promulgue, il doit requérir l'avis de non-objection des sénateurs. Et le Sénat en ce moment fait un vote aux 2/3 pour dire oui, vous pouvez promulguer, non, vous ne pouvez pas promulguer en raison de telle chose, de telle chose, de telle chose.
Mais un parlement bicaméral, quel avantage présente ce système pour nous? Alors, ce système présente l'avantage que une nation, quand elle avance, doit s'assurer qu'elle avance véritablement, qu'elle ne fait pas un pas en avant et deux pas en arrière. Parce que les risques de remise en cause des acquis de la nation ont toujours existé dans notre pays. Et nous avons vécu des situations, tout au moins depuis 1991, qui nous ont prouvé que si nous ne faisons pas quelque chose pour stabiliser les acquis, nous allons, même après un siècle d'indépendance, avoir le sentiment que nous sommes toujours au premier jour de notre indépendance. Parce qu'au fait, il va y avoir des évolutions, mais qui pourraient être remises en cause parce qu'il n'y a pas de mécanisme institutionnel pour les préserver, pour les protéger. C'est ça l'avantage, c'est ça qu'il faut retenir. Tout le reste, la mission de la Sénat, en ce qui concerne la trêve et par sa mission de régulation de la vie politique, ce sont des choses qui sont devenues nécessaires parce que nous avons aussi voulu que dans notre pays, si nous désignons quelqu'un de façon démocratique pour présider à notre destinée, il faut que nous puissions lui laisser la main libre pour travailler. Le président de la République, dans le déploiement de son action, doit être libre, ne doit pas être entravé, ne doit pas être perturbé, il doit être serein, parce que c'est dans sa pleine sérénité que se trouve l'intérêt de la nation. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu mobiliser, réunir les sages dans une institution de la République pour faire ce travail-là. Alors, les critiques fortes aussi Ouais. sur le coût de cette nouvelle institution pour certains observateurs. Il s'agit d'une nouvelle charge pour les finances publiques. Comment répondez-vous? Alors, ce que le Sénat nous apportera en tant que nation, il n'y a aucun coût qui sera trop élevé pour que nous puissions payer à sa juste valeur la mission, le service que nous rendra cette institution. Aucun coût. Les personnes que nous avons réunies dans cette institution ont tout accompli dans leur vie. N'avaient pas besoin absolument de ça pour vivre. C'est la République qui les sollicite. Et quand nous les avons sollicités, à travers des mécanismes inscrits dans la Constitution, le minimum d'accompagnement, ce n'est pas un confort extraordinaire, mais créer les conditions à l'institution pour qu'elle puisse faire son travail, c'est le minimum que la République puisse apporter en retour aux sénateurs. Donc, il n'y aura pas de coût extraordinaire. Les membres du Sénat ont des indemnités qui seront fixées par décret en Conseil des ministres. Ce n'est rien d'extraordinaire pour notre pays. Le gain que nous tirerons du fonctionnement du Sénat sera plus élevé que ce que nous allons débourser, ce que nous allons dépenser pour supporter le fonctionnement de cette institution. Alors, selon vous, quel pourrait être le premier défi du Sénat après l'installation? Il n'y a pas de défi extraordinaire, c'est d'exercer sa mission conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Donc, la Constitution dit que le Sénat tient 4 sessions extraordinaires par an, là où l'Assemblée nationale en tient 2. Quand l'Assemblée nationale ouvre sa première session ordinaire dans la première quinzaine du mois d'avril de l'année, une semaine après, le Sénat ouvre sa première session ordinaire qui dure 21 jours. Pendant que l'Assemblée nationale est toujours dans sa première session ordinaire qui doit durer 3 mois, les sénateurs auraient déjà fini leur première session ordinaire et 3 semaines avant la fin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, le Sénat ouvre sa deuxième session ordinaire et qui va être clôturée probablement au même moment que la première session de l'Assemblée nationale ou quelques jours après. C'est le même mécanisme pour la deuxième session ordinaire. En octobre prochain, l'Assemblée nationale sera en session budgétaire. Dans la
à partir de la première quinzaine du mois d'octobre. Ça suppose qu'une semaine après le mois d'octobre, le Sénat va devoir se retrouver pour sa première session ordinaire de la mandature, mais qui aura quand même valeur de troisième session ordinaire de l'année. Et le Sénat a aussi la latitude de convoquer des sessions extraordinaires en fonction des urgences. Donc le défi, c'est d'exercer sa mission conformément à la Constitution et de faire en sorte que l'efficacité attendue de cette mission soit au rendez-vous. C'est ça que le peuple béninois attend. La transition a tout trouvé. Alors, la première session ordinaire 2026 prend sa charge au niveau de l'Assemblée nationale. On en parle avec vous. Quel bilan global vous avez? Alors, il y a eu cette première session ordinaire, effectivement, de l'Assemblée nationale qui a été clôturée le 14 juillet. Et je peux vous dire, hein, mon cher René, je le dis pas parce que je suis le chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale. Je le dis parce que j'ai le devoir de le dire. Quand on a l'information, il faut la partager. Bien sûr. C'est la session ordinaire la plus productive de notre pays depuis 1991. Vraiment. En termes du nombre de lois adoptées. Il y a eu des sessions au cours desquelles il y a eu beaucoup de ratifications. Mais si on met de côté les ratifications et qu'on s'intéresse aux lois adoptées, les tests de loi, c'est la session la plus productive. Ça, c'est ce qu'il faut retenir du bilan. Et ça, c'est à l'actif, naturellement, du président de l'institution, mais également des 108 autres députés. Pourquoi? Parce que lorsque, à travers son management, le professeur Joseph Ifame Djokono a imprimé le rythme qu'il faut à l'institution, en essayant de dire à ses collègues que nous allons travailler, en essayant d'être ponctuels, en essayant d'être assidus et concentrés. Ça n'a pas raté. Les séances plénières démarrent aux heures convenues, aux heures annoncées. Généralement, c'est 10 heures. Elles démarrent à 10 heures. Et c'est ça qui explique la productivité de cette session. Parce que plus vous faites les choses aux heures convenues, plus vous avez la chance de produire des résultats de façon optimale. Parce que quand vous démarrez une session à 10 heures, et une séance plénière à 10 heures, et que vous arrivez à la clôturer autour de 18 heures, 19 heures, au moins vous savez que ce jour-là, vous avez pu adopter une ou deux lois, parce qu'entre-temps, les commissions ont fait normalement leurs tâches, parce qu'entre-temps, les séminaires et ateliers d'imprégnation et d'appropriation des propositions et des projets de loi ont été organisés et les députés y ont participé de façon active. C'est tout ça qui explique le résultat que nous avons eu au terme de cette première session ordinaire. Je voudrais réitérer les félicitations du président de l'Assemblée nationale à l'ensemble des députés et à l'ensemble de l'administration parlementaire, de l'administration de l'Assemblée nationale, parce que ce résultat n'a pas été obtenu sans eux. Oui, mais quand on parle de ces activités, on pense souvent à ces tests, à ces lois qui ont été adoptées, lesquelles vous ignorez? Elles toutes. Parce que il y a eu la loi portant répression du faux monnayage et des atteintes aussi monétaires, qui est une loi qui nous concerne tous, qui concerne nos mamans, qui concerne nos parents dans les transactions quotidiennes. Mais avant, il y a eu l'adoption de la loi de règlement définitif de l'exécution du budget de l'État 2024. C'est que la loi organique sur la loi des finances fait obligation au gouvernement, 2 ans après avoir exécuté un budget, de venir à l'Assemblée nationale avec une loi de règlement, parce qu'entre-temps, les députés ont eu à contrôler l'exécution de ce budget. Et si les députés sont satisfaits de ce contrôle, c'est leur attitude face à la loi de règlement qui permet au gouvernement de savoir qu'ils sont satisfaits. Donc, cette loi de règlement a été adoptée pour l'exercice 2024, pour le budget 2024 que le gouvernement a exécuté, le budget de l'État.
Il y a eu la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2026 qui a permis au gouvernement du président de la République, son Excellence Romi Abdou-Wade, de déployer rapidement un certain nombre de mesures sociales. À commencer par quoi? La prise en charge systématique des cas d'urgence vitale dans nos hôpitaux. Une mesure qui déjà 3 semaines après son entrée en vigueur a déjà profité à plus de 4 000 de nos compatriotes qui ont été sauvés. C'est grâce à l'adoption de cette loi que le gouvernement, à partir de la rentrée prochaine, pourra prendre en charge les frais de scolarité pour toutes les filles de la 6e en terminale. C'est grâce à cette loi que le gouvernement pourra apporter de l'eau potable, de l'électricité dans les centres de santé et dans les écoles qui en sont dépourvues. C'est grâce à cette loi que le gouvernement pourra généraliser le programme de supplémentation nutritionnelle dès 1000 premiers jours. Alors, donc, autant de mesures sociales contenues dans cette loi des finances rectificatives qui ont déterminé les députés à donner leur quitus pour permettre au président Romi Abdou-Wade de déployer normalement son action et de pouvoir réaliser un certain nombre de promesses qu'il a faites aux Béninois pendant la campagne présidentielle. L'impact sur la vie de la Alors, population. les autres lois, il y a eu, vous avez pu suivre, nous avons désormais une nouvelle loi sur l'environnement et une nouvelle loi portant code des forêts et de la faune. Nous avons modifié la loi organique sur le Conseil économique et social. Nous avons modifié la loi qui a créé le médiateur. Et nous, les députés ont aussi modifié la loi qui organise les ordres nationaux du Bénin. Alors, je voudrais parler très rapidement de la loi, si vous le permettez, parce qu'on ne pourra pas parler de toutes les lois. La loi portant code des forêts et de la faune. Parce que nous sommes par ailleurs dans une région de notre pays qui est concernée par l'alerte sur la base de laquelle les députés se sont convaincus de l'opportunité d'adopter cette loi-là. Le Bénin perd plus de 60 000 hectares de forêt chaque année. Le Bénin perd plus de 60 000 hectares de forêt chaque année. Et entre 2015 et 2022, nous avons perdu 5% de notre patrimoine forestier. À cette allure, il va arriver une année où le Bénin va se retrouver avec 0 forêt. Donc, il fallait agir. La déforestation prenant de l'ampleur. Le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il lançait les travaux du séminaire d'appropriation de cette loi, avait dit que la forêt se retrouve en salle d'urgence à l'hôpital de la vie. Alors, cette loi permet aujourd'hui de faire une catégorisation de notre patrimoine forestier. La loi a créé le domaine forestier permanent, c'est-à-dire que cette partie de notre forêt qui restera, on peut le dire, éternellement forêt, tant qu'on n'a pas changé la loi. Et les domaines forestiers non permanents que nous pouvons un jour, en raison de divers besoins, transformer en zone agricole, en domaine d'élevage, etc., etc. Cette loi a permis aussi de régler un certain nombre de problèmes, créer, donner plus de moyens aux agents de l'administration forestière pour faire leur travail, à travers la résolution des problèmes qui se posent dans la surveillance de nos forêts, la mise en place du Fonds national des forêts. La loi a prévu la création d'un cadre de concertation pour permettre à tous les acteurs qui interviennent sur la forêt de pouvoir se concerter de façon périodique pour prendre des décisions. Ça n'existait pas. La loi a reconnu le droit de propriété des collectivités territoriales sur les forêts, ce qui était une aberration parce que les forêts traversent des territoires communaux. Et figurez-vous que les communes n'avaient aucun droit de propriété sur les forêts parce que justement l'ancienne loi avait été adoptée avant l'avènement des collectivités territoriales.
Donc, autant de mesures contenues dans cette loi qui participent de la sauvegarde et de la préservation de notre forêt. En ce qui concerne la partie faune, les conflits éventuels entre les hommes et les animaux seront mieux gérés au regard de cette loi. Est-ce que vous saviez qu'avant, lorsqu'un animal sonne la forêt, menace une communauté, et qu'un membre de la communauté en arrive à maîtriser l'animal, mortellement, Oui. il n'est pas couvert. Ben, oui. On va aller faire le procès d'avoir tué un animal. Mais aujourd'hui, la notion de légitime défense existe lorsqu'on n'est pas dans la résidence de l'animal. Quand un animal est sorti de sa résidence pour s'aimer la terreur au sein d'une communauté, s'il est arrivé dans le corps à corps que l'animal perde la vie, on ne fera pas un procès aux humains qui auraient pu être blessés ou tués par l'animal pour ça. On a réglementé la question de la chasse. Désormais, au Bénin, pour avoir un permis de chasse, il faut avoir un permis de port d'armes. L'activité de chasse est réglementée, tout en faisant en sorte que la communauté villageoise puisse participer de façon libre à la chasse tant qu'elles sont en mesure de respecter la loi. La notion de la chasse villageoise, de la chasse sportive, de la chasse communautaire, tout a été prévu pour faire en sorte que nos interactions avec la faune et avec la forêt en tant que société humaine puissent bien se passer. Justement, nous parlons de la communication aussi. Quand on parle des lois, on parle de tout ce qui se fait autour pour que ces populations puissent se l'approprier. Le sens est là-bas, dit-on. Mais qu'est-ce qui se fait justement dans ce sens au niveau de l'Assemblée? Alors, vous touchez une préoccupation que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Issamed Diop, aborde pratiquement tous les jours. L'impact de la communication parlementaire. Vous savez, fort heureusement, aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est pas seule responsable de la vulgarisation des lois. Ça fait aussi partie désormais de la mission du Conseil économique et social depuis la réforme de 2024, avec l'avènement d'une nouvelle loi organique que nous avons modifiée en 2026. Le CES aussi intervient dans la vulgarisation des textes de loi. C'est aussi de la responsabilité du gouvernement de le faire. Nous irons désormais vers les radios à l'intérieur du pays pour faire en sorte que les lois puissent être communiquées, puissent faire objet de vulgarisation auprès des communautés dans les langues que les communautés comprennent. Et cela se fera avec l'implication des députés, avec l'implication des fonctionnaires parlementaires et je peux vous assurer que d'ailleurs que quelqu'un de mon modeste parcours ne peut pas arriver dans la fonction guinéenne depuis le 26 juin 2026 et ne pas faire quelque chose pour que nos populations soient moins ignorantes des lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale. Il y a un travail qui se fait dans ce sens. Je voudrais plaider pour que vous nous laissiez déployer un peu notre action dans ce sens et que peut-être dans quelques mois, quelques années, on peut apprécier l'efficacité de notre approche sur cette question-là. Mais nous en sommes profondément préoccupés. Le président de l'Assemblée nationale d'abord, les autres députés après. Au-delà des votes des lois, quelles sont les autres activités majeures menées par les députés? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que vous pouvez me dévoiler? Alors, oui, parce que la mission de l'Assemblée nationale, vous faites bien en parler, c'est la mission législative, adopter des lois, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. Le contrôle de l'action du gouvernement se fait par plusieurs mécanismes. C'est vrai que les mécanismes classiques connus par nos populations, et ça aussi c'est un défaut de la communication, c'est les questions orales, questions écrites, interpellations, commission d'enquête, il n'y a pas que ça. Même la loi de règlement qui a été adoptée, c'est une activité de contrôle de l'action du gouvernement. Et puis après, en dehors des lois, effectivement, quand vous prenez par exemple le budget 2026 qui est en exécution actuellement. Les députés se sont déjà retrouvés pour examiner le rapport d'exécution de ce budget au 31 mars 2026. Ça, c'est le contrôle a priori. C'est le contrôle avant même la fin de l'exécution du budget.
Et ce sont des activités de contrôle qui sont même plus efficaces que celles que nos populations, que le public connaît, en fait, auquel le public assiste souvent. Et c'est notre devoir aussi de continuer à le dire. Le contrôle de l'action, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale se fait par plusieurs mécanismes. Donc, vous avez ces activités de contrôle de l'action gouvernementale. Dans la foulée aussi, les députés d'ici d'ailleurs se sont retrouvés pour essayer de mieux soutien au contrôle de la qualité des dépenses publiques. Vous voyez, ce sont des activités qui ne sont pas autant connues que l'adoption des lois, mais il est de notre devoir, de notre responsabilité d'en parler lorsque nous sommes en de pareilles circonstances. À l'image du président de la République, Romuald Ouattara, le président Pierre Bénin, très actif également, ces dernières semaines. Dites-nous comment se porte la diplomatie parlementaire. Elle se porte très bien. Le président de l'Assemblée nationale, comme vous le dites si bien, a effectué depuis sa prise de fonction quelques missions à l'international. Il y en aura encore les semaines et les mois à venir. Notre approche, c'est de faire en sorte que même dans la sobriété et dans la rationalité, que nous ayons une coopération parlementaire efficace. Et c'est à cela que nous travaillons. La coopération parlementaire se porte très très bien. Nos relations avec les parlements étrangers, que ce soit à travers la relation bilatérale ou multilatérale, je peux vous dire que ce sont d'excellentes relations que le Parlement du Bénin entretient avec les parlements étrangers, avec les parlements régionaux et avec les parlements, les organisations parlementaires. Parce qu'il n'y a pas que les parlements des pays. Vous avez le comité interparlementaire de l'UEMOA, vous avez le parlement de la CEDEAO, vous avez le parlement panafricain, vous avez l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Voilà, vous avez tellement d'organisations au niveau international où la présence du Bénin est une présence remarquable, une présence de qualité. Voilà. Et voilà. Alors, le chantier du prochain siège du nouveau siège de l'Assemblée nationale évolue et nous avons vu une nouvelle descente du président de l'Assemblée nationale. Ça évolue et Ça évolue très bien. La préoccupation du président de l'Assemblée nationale, c'est de laisser les choses se faire dans les règles de l'art et dans le temps qu'il faut. Il n'est pas question d'être pressé pour intégrer un bâtiment et qu'après, on trouve qu'il y ait des imperfections imparables. Vous savez, s'il y a quelque chose que le président du Sénat, Patrice Talon, ancien président de la République, nous a apporté, c'est que tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire dans la durée. Très bien. Nous devons penser aux générations à venir. Lorsque nous agissons, nous ne devons pas agir pour aujourd'hui seulement. Quand nous mettons en place des infrastructures, nous devons penser aux générations futures. Nous devons penser à la durabilité. Quand vous voyez un projet comme la cité ministérielle à Cotonou, regardez, c'est l'autre marque de notre grandeur. Vous avez vu, c'est que vous avez déjà visité la cité ministérielle. Donc, nous avons appris à faire les choses grandes depuis 2016. Et avec le président Romuald Ouattara, nous irons encore plus loin dans la réalisation des grandes choses. Sur le chantier de l'Assemblée nationale, j'y reviens. Je peux vous dire que tout évolue normalement. Il reste les travaux de finition qui sont autant importants que les premiers travaux. Je sais que vous avez déjà peut-être bâti votre maison ou vous avez l'expérience de construction d'une maison. Vous savez que les travaux de finition, ça prend parfois du temps. Et même après la finition, il faut se donner un temps pour observer le bâtiment, pour voir s'il va y pas avoir de corrections, de petits défauts qu'il faut essayer de corriger avant d'inviter maintenant l'occupant à prendre place. Voilà. Donc, c'est juste le temps qu'il reste. Ce temps peut être relativement long aux yeux de l'opinion, mais pour le président de l'Assemblée nationale, c'est un temps qui est nécessaire pour que nous ayons un bâtiment qui traduit notre marque de grandeur, qui prouve que nous sommes préoccupés par la nécessité de faire des choses pour les générations à venir et aussi qui prouve que nous sommes attachés à l'honneur qui est fait à la ville capitale par l'érection de ce bâtiment
sur le territoire de Porto Novo. Parce que c'est un grand honneur pour la population de Porto Novo. Lorsque vous montez jusqu'au toit de ce bâtiment et que vous essayez de contempler le paysage de Porto Novo, vous vous dites, waouh, c'était bien d'avoir érigé un tel bâtiment sur le territoire de Porto Novo comme symbole de notre démocratie. Rachidi Hebdo Audio, merci d'être passé dans les locaux. Alors, désormais, vous allez partager les locaux avec le Sénat ou comment? Non, le Sénat, pour l'instant, tient certaines de ces rencontres dans nos locaux. D'ailleurs, il faut que nous puissions nous y habituer. Les biens aujourd'hui de l'Assemblée nationale sont aussi les biens du Sénat, parce que le Sénat et l'Assemblée nationale forment le Parlement. Donc, l'administration de l'Assemblée nationale soutient le Sénat dans l'organisation de ses activités. Les infrastructures et les biens de l'Assemblée nationale sont mis à la disposition des sénateurs quand ils en ont besoin en attendant l'aménagement de leurs locaux à Cotonou. Il y aura un local provisoire pour le Sénat non loin de l'école Montaigne et puis après, ils auront un siège en bonne et due forme déjà en construction, si je m'en tiens aux déclarations du sénateur Robert Bien, parce qu'il a fait une interview dans laquelle il a donné tous ces détails et c'est de cette interview que j'ai tiré cette information que je partage avec vous. Donc lui, en tant que sénateur, c'est une source crédible pour cela. Merci à vous d'être passé pour déguster cette actualité avec nous. C'est moi qui vous remercie, cher René Soglo. On se dit à très vite. À très vite. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir ouvert les portes de Fraternité FM. Ça fait chaud au cœur. Bien sûr, parce que cela participe de notre devoir d'information vis-à-vis de l'opinion. Et je vous en remercie énormément. Nous qui vous remercions, je m'appelle Kala Kamara, on trouve ce cadre à l'Internet. Je n'étais pas seul pour la réalisation de cet entretien. Merci. L'autre Socrate. Oui, l'autre Socrate. Et à très vite.